Bonjour et bienvenue au balado du groupe financier Bernard, l'édition numéro 5. Aujourd'hui, Jean-Philippe va parler des 10 règles de sagesse en investissement et on va couvrir également les dernières nouvelles des marchés et de l'économie mondiale et canadienne. Donc, Jean-Philippe, je te laisse la parole. Bonjour, merci Olivier. Puis, j'ai pensé effectivement parler également aujourd'hui des 10 règles en investissement. Hein, souvent, quand on a des marchés qui deviennent un peu plus volatiles, comme on a vu dans les dernières semaines, pour revenir à la base, il faut voir un peu euh, quelles sont les grandes tendances et puis également les meilleurs conseils qu'on peut aller chercher. Et pour ce faire, on s'est inspiré d'un des plus grands investisseurs de tous les temps qui s'appelle Warren Buffett. Warren Buffett récemment faisait l'apologie d'un de ses mentors qui s'appelle Bob Farrell, qui a écrit il y a plusieurs années les 10 règles de base d'un investissement. Et puis je vais vous en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est important là, de pouvoir justement là, faire le point sur qu'est-ce qui pour enlever un peu l'aspect comportemental dans l'investissement puis demeurer discipliné. Alors, Bob Farrell avait effectivement rédigé là, 10 commandements, si on peut dire, et on va les nommer. Alors, le premier, Olivier, c'est lequel, là? Les marchés ont tendance à revenir à la moyenne au fil du temps. Qu'est-ce que ça Oui, veut dire? donc, bon, exact. Donc, ça, on le voit fréquemment au cours des 20, 30, 40 dernières années. Il y a des périodes dans lesquelles les marchés vont avoir tendance à offrir des rendements exceptionnels. Tu sais, on voit, par exemple, depuis 10 ans, avant, évidemment, l'année passée, là, si on regarde à la fin de l'année 2021, le S&P 500 avait un rendement à 10 ans au-dessus de 13 ce qui est très bon. Par contre, le rendement moyen du marché boursier est plus autour de 8-9. Donc, quand on est rendu à des rendements de 13 sur 10 ans, qui sont bien au-delà de la moyenne du 8 et du 9, on peut penser qu'éventuellement, on va avoir un retour à la moyenne et donc qu'il y a peut-être des années plus difficiles qui nous attendent. C'est drôle, hein, mais c'est ce qu'on a vu en 2022 et c'est ce qu'on semble voir également en 2023. Donc, on a un bel exemple ici que les marchés ont tendance à revenir à la moyenne. Puis ça s'applique. On pourrait regarder le Nasdaq qui avait atteint une bulle absolument incroyable en début des années 2000 pour éventuellement s'effondrer par la suite, alors qu'il avait connu des rendements tellement élevés les années précédentes. Donc, c'est toujours le même pattern qu'on peut observer au fil du temps sur tous les marchés, sur toutes les classes d'actifs. Donc, point numéro 2, Olivier. Les excès dans une direction conduisent à un excès opposé dans l'autre direction. Qu'est-ce que Oui, ça implique? oui, exact. Donc, prenons la bulle, justement, la bulle techno de 2000. Il y a eu des excès, il y a eu une bulle qui s'est formée. Les marchés ont vraiment monté de façon parabolique, avec des rendements qui étaient, vraiment, c'était incroyable. Dès qu'on touchait à des titres technologiques à la fin des années 2000, à la fin des années 1900, au début des années 2000, on faisait de l'argent automatiquement. Le même phénomène s'est observé presque 10 ans plus tard avec le marché immobilier aux États-Unis. On a vu aussi un marché immobilier très, très en santé au cours des dernières années aux États-Unis, au Canada également, avec des hausses de valeur très importantes, puis qui ressemble un peu à ce qu'on peut appeler une bulle. Quand les taux d'intérêt baissent comme ils ont baissé avant évidemment la hausse qui a commencé l'an dernier, ça propulse certaines valeurs à la hausse. Donc, tous ces marchés-là qui ont connu des excès, pourrait connaître. En fait, on le voit, le marché immobilier 2008 s'est effondré, la bulle techno s'est effondrée. Le marché au Canada, trop tôt pour le dire, mais si le passé est garant de l'avenir, on peut s'attendre effectivement à une baisse importante aussi sur le prix des maisons, seulement basé sur ce commandement de M. Powell qui dit qu'effectivement, quand il y a des excès d'un bord, on doit s'attendre à un autre excès vers le bas pour revenir finalement à notre moyenne de rendement qu'on doit s'attendre de cette classe d'actifs-là. Oui, d'ailleurs, les rendements ont déjà commencé à baisser au Québec depuis quelques mois, puis ça a déjà été majoritairement revenu à la normale en Ontario également, surtout à Toronto et à Vancouver. Exact. Et puis, on parlait d'ailleurs ce matin à la radio là, de l'engouement pour les chalets qui aurait déjà baissé de 8 à 9 là, depuis là, l'apogée en 2021. Puis, j'ai l'impression que ce n'est pas terminé parce qu'il y a beaucoup de chalets qui ont été achetés très cher. Et puis là, avec la hausse des taux d'intérêt, il y a probablement des acheteurs là, qui se mordent des pouces, là. Donc, point Excellent. numéro 3.
Il n'y a pas de nouvelle époque, les excès ne sont jamais permanents. Qu'est-ce que ça veut dire des nouvelles époques? Des nouvelles époques, ben, c'est comme, j'ai un terme en anglais, c'est que this time it's different. Maintenant, c'est différent. On est dans une nouvelle ère. Cette nouvelle classe d'actifs-là va réinventer là, le marché financier. On le vit avec le Bitcoin, qui est vraiment été. Il y a eu une montée stratosphérique, oui, stratosphérique l'an passé, qui est passé de 10 000 pour monter à pas loin de 60, dépasser 60 000 pour là, s'effondrer à moins de 30 000 aujourd'hui, qui avait même baissé en bas de 15 000 l'an dernier. Donc, une classe d'actifs extrêmement volatile, mais tout ça pour dire que les investisseurs qui y ont cru, finalement, ont mordu la poussière parce qu'ultimement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de fraude dans certaines de ces monnaies-là, et puis que c'est pas encore une technologie ou un titre, ou en tout cas, c'est pas encore quelque chose qui est à point. Il manque de transparence, il manque de réglementation. La bulle Internet des années 2000 également. Je reviens souvent à la bulle Internet, mais c'est quand même une autre leçon là, qui montre on pensait que c'était une nouvelle époque, que l'Internet allait tout révolutionner. C'est vrai, l'Internet a tout révolutionné. Par contre, les rendements boursiers n'ont pas suivi. On finit par reprendre finalement un rendement moyen. Donc, c'est tous les excès qu'on avait observés avec ces nouvelles ères-là se sont effondrés. Les investisseurs, finalement, se trouvent toujours perdants là-dedans. Il faut faire attention. Des fois, des titres plus pépères, de sociétés ou de secteurs qui sont plus conventionnels, ça fait le travail également. À long terme notamment. Puis c'est normalement pour les investisseurs, quand on investit, c'est à long terme. On ne spécule pas sur le court terme. Donc, notre recommandation est de faire très attention à tout ce qui est nouvelle technologie pour les rendements à long terme. Excellent, excellent. Ça nous ramène à le quatrième. Les marchés exponentiels en hausse ou en baisse rapide vont généralement plus loin que vous ne le pensez, mais ils ne se corrigent pas en restant latéraux. Ils ne se corrigent pas en restant latéraux, ouais. C'est que souvent, les marchés vont avoir tendance à monter très rapidement ou baisser très rapidement, puis se dire, ah, ben, ça va se corriger, puis on va repartir ensuite sur des bases plus fortes. Oui, mais en règle générale, quand un marché est extrêmement haussier, par exemple, qu'il y a une bulle qui se produit, donc je reviens encore à la bulle techno ou à la bulle du Bitcoin ou de la crypto-monnaie. Oui, mais même le cannabis au Canada, c'est un exemple un peu plus récent. Très bon exemple, le cannabis au Canada. Quand il y a des corrections, c'est pas des corrections qui enlèvent 10-15% pour repartir sur des bases plus fortes. En règle générale, quand il y a des excès à la hausse comme ça, c'est littéralement des crashs qui suivent. Et puis, c'est des effondrements de 10, pas de 10, mais de 20, 30, 40, 50, même parfois 60% et plus, qui finalement dilapident totalement l'investisseur qui avait investi sur le tard. Là. Donc, encore une fois, méfiez-vous de tout ce qui est parabolique en termes de rendement. C'est jamais annonciateur de rendement futur stable et puis c'est beaucoup d'instabilité qui vous attend en règle générale. C'est tout ce qui a été observé dans toute l'histoire des marchés. Excellent. Le cinquième, donc le public achète le plus au sommet et le moins au bas de l'échelle. Pourquoi c'est quelque chose qui arrive, Jean-Philippe? Puis pourquoi, ou comment plutôt, on est capable d'éviter ça? Comment l'éviter, ça, c'est difficile parce que c'est l'émotion qui fait souvent en sorte que l'investisseur va se laisser porter par son niveau d'émotion. Et il va devenir, lorsqu'il voit qu'il y a de l'engouement dans les marchés, lorsqu'il voit qu'il y a une certaine frénésie, va être appelé à vouloir investir plus. Puis lorsque c'est extrêmement morose, il ne voudra plus investir. C'est drôle parce que c'est l'effet inverse de quand il y a des rabais dans un magasin, tout le monde veut acheter, on le voit, hein, le Black Friday, les gens font la ligne pour aller acheter parce qu'il y a des spéciaux. Quand il y a des spéciaux à la bourse, il n'y a personne qui achète. Et quand tout est très cher, tout le monde se lance pour faire le plein d'actions qui sont déjà trop chères et qui finalement sont en train de vous condamner à des rendements très, très décevants dans le futur. Donc comment expliquer ça? Ben, c'est l'effet psychologique qui est lié à ça, l'effet émotionnel. Et souvent, les êtres humains ne sont pas des êtres toujours rationnels en investissement. Et on en a la preuve là-dessus. Il y a plein d'études qui montrent aussi là, que les achats de fonds mutuels, les achats d'actions sont à leur apogée dans les sommets de marché. Et c'est ça. C'est pas,
c'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui a toujours existé, mais il faut faire attention. Faut encore une fois qu'on en est conscient, ça peut nous permettre des fois là, de modeler un peu nos ardeurs comme investisseurs. Oui, exactement. Puis, c'est d'investir aussi sur une base systématique, ça peut être une autre solution, là. Si les gens ils ont le Exact. budget déterminé, c'est une belle façon également. Exactement. Tu sais, avoir un plan d'investissement qui est périodique et puis d'y aller de façon disciplinée, nonobstant là, des hauts et des bas des marchés, c'est une excellente façon de passer à travers justement les manchettes puis qui sont des fois très, très négatives, qui font peur à tout le monde. Des fois, on met un peu d'argent dans le marché, on n'est pas obligé de tout mettre, mais tu sais, on le fait de façon graduelle. Et puis, je ne connais pas personne là, qui a perdu de l'argent en faisant ça. Non, non, également. Puis si on réfère à un balado qu'on avait fait dans le passé aussi, puis l'article que tu avais fait à cet effet-là, c'est quand même bien qu'on achète toujours au sommet à chaque année, sur une longue période, c'est marginal en termes de perte de rendement, là. Donc, Ouais. voilà. Donc, le sixième, la peur et la cupidité sont plus fortes que la détermination à long terme. Oui, ben, c'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est que l'humain doit gérer ses émotions en investissement, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, c'est ça. Je pense que je l'ai bien expliqué dans le point précédent, donc je ne pourrais pas me répéter, mais c'est pas mal ça. Excellent. Le septième, les marchés sont plus forts lorsqu'ils sont larges et plus faibles lorsqu'ils se réduisent à une poignée de valeurs sûres. Ouais, quand on dit large, c'est que un marché haussier est en bonne santé lorsque tous les titres participent. OK? Il faut vraiment se méfier d'un marché qui est haussier lorsque c'est seulement une poignée de titres qui expliquent le comportement du marché dans l'ensemble. Et ça, on peut l'observer très bien dans la situation qui nous concerne aujourd'hui. Les titres technologiques, là, je vais les nommer. Là. Il y a Facebook, il y a Apple, il y a Nvidia, il y a Google, il y a Amazon, notamment, qui sont évidemment des titres très connus, très dominants dans leur industrie, mais qui sont extrêmement lourds dans le poids des indices boursiers. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont tellement monté que leur capitalisation boursière est tellement rendue forte qu'ils sont une poids très important de l'indice boursier complet. Donc, si on regarde, par exemple, l'indice S&P 500, qui a 500 compagnies, ben, ces 6 compagnies-là constituent 21 de la capitalisation boursière du S&P 500. Seulement Apple et Microsoft, ça constitue 13 du S&P 500. Donc là, on parle vraiment d'une concentration très, très forte. Puis, c'est malsain, ça, parce que ça montre aussi que lorsque le marché est en hausse, bien, que ça vient principalement de ces titres-là, souvent. Et non pas que ce pas les titres de toutes les 500 compagnies là, qui participent à la hausse des marchés. Et quand on parle du Nasdaq, qui est un indice à saveur plus technologique, bien, c'est 47 du Nasdaq qui est constitué de ces 6 titres-là. Donc, c'est pour vous montrer à quel point, finalement, le marché américain, dans le cadre où on se parle, dans le moment où on se parle, n'est pas si diversifié que ça. Il y a un poids sectoriel qui est très, très important. Donc, il faut se méfier de ça parce que c'est annonciateur historiquement de marché, de marché qui n'est pas en santé. Parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui participent et donc qui ont des augmentations de profit comme ces compagnies-là peuvent en avoir, par exemple. Exact, exact. Ils peuvent tirer vers le haut l'indice pendant très longtemps, mais si eux se font personnellement attaquer, tu sais, comme on l'a vu avec Tesla, là, quand Tesla est extrêmement volatile, peut tirer le marché vers le bas. Donc, ça va bien, c'est pas de problème, mais quand ça va mal, ça paraît encore plus. C'est ça. Fait qu'on est dans un investissement très vulnérable là, quand on voit une concentration forte là, s'installer comme ça. Donc, méfiance. Là, le huitième, les marchés baissiers se déroulent en trois étapes. Donc, tout d'abord, la baisse brutale, suivie d'un rebond réflexe et de la tendance baissière fondamentale prolongée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ouais. Donc, baisse brutale, ben, est-ce que on pourrait penser à 2022 comme une baisse brutale? Ben, peut-être. La hausse des taux a fait baisser les marchés de façon quand même importante l'an dernier. Évidemment, on a déjà vu des marchés baissiers plus. Donc, j'ai déjà vu des pires marchés baissiers que ça, au début des années 2000 notamment. 2008 également, ça a été assez. Ça a été des grosses baisses. Euh, donc, c'est ça. Fait que, ultimement, on a une première baisse souvent qu'on vit, puis là, ben, il y a des acheteurs qui se présentent, qui pensent que là, le marché a touché le fond. Fait qu'on va voir à ce moment-là ce qu'on appelle un rebond.
En anglais, on appelle ça un bear market rally. Et par la suite, on voit que les fondamentaux continuent de se détériorer. Donc, quand je dis les fondamentaux, c'est que le profit des entreprises commence vraiment à se détériorer. La profitabilité n'y est plus, il commence à avoir des pertes, il commence à avoir des licenciements. Et là, on voit que finalement, les investisseurs réalisent que finalement, on n'avait pas touché le fond la première fois, puis que là, le marché repart à la baisse. Donc, c'est souvent comme ça qu'on le voit. Alors, où on en est aujourd'hui, ben, regardez, on a eu un début d'année relativement positif, évidemment, si on exclut ce qui s'est passé avec les banques en mars. Janvier était très fort, février moyen. Donc, bref, on n'a pas un marché là, qui a été nécessairement il a été volatile, mais qui est quand même encore en hausse depuis le début de l'année. Ceci étant dit, est-ce que c'est une hausse dans un marché qui va descendre encore? Si on parle encore une fois sur l'histoire, lorsqu'on parle d'un marché baissier, sachant ce qu'on a connu en 2022, on pourrait penser que on s'en va vers peut-être encore certains creux là, plus bas là, ce qu'on a connu encore l'an dernier. À suivre, là, je ne me lance pas dans les prédictions, je vais juste répéter un peu ce que l'histoire des marchés nous a donné, mais encore une fois, peut-être il faut se méfier. Écoute, concrètement, là, si on est pour le chiffrer, là, la performance de 2022, donc du début à la fin de l'année, le TSX, donc marché canadien, moins 8,44, S&P 500, moins 16,79, le Nasdaq, moins 34,16, et l'or est positif de 2,14 %. Donc, pour répondre à ta question, c'était quand même une année assez volatile, en effet. C'était volatile et puis on a eu effectivement un rebond en janvier. En tout cas, le marché, là, depuis le début de l'année, fait pas des rendements incroyables, mais semble s'être stabilisé. Donc, évidemment, ces baisses-là vont attirer les investisseurs. Maintenant, attendons de voir les fondamentaux qui pourraient, à mon avis, se déprécier dans les prochains mois. Puis là, ben, à ce moment-là, on pourrait revivre d'autres creux. À suivre. Exact. La neuvième, l'avant-dernière, lorsque tous les experts et toutes les prévisions sont d'accord, quelque chose d'autre va se produire. Ça, c'est très intéressant. Ah ben, quand on commence à voir dans les médias, puis je veux pas non plus critiquer les médias, mais c'est encore une fois, là, c'est souvent un indicateur contrarien, les manchettes médiatiques, quand elles ont tendance de parler d'un événement financier quelconque, en tant tel de prévision, par exemple, ou d'annoncer là, des hausses records sur les marchés boursiers ou que c'est une nouvelle ère c'est drôle, mais en règle générale, c'est l'inverse qui va se produire. Donc, les médias sont souvent évidemment influencés par plusieurs stratèges qui vont se prononcer, plusieurs économistes là, qui vont être très optimistes par rapport à la situation. Et lorsque tout cet optimisme-là devient extrêmement polarisé d'un côté, en fait, pas polarisé, là, mais parce que polarisé, c'est des deux bords. Fait que quand ça s'en vient, quand ça s'en va trop d'un bord, faut vraiment se méfier. Puis, ce que je dis à ça, c'est que laissez faire un peu les prévisions, laissez faire les pronostics. C'est pas que ça sert à rien, c'est juste que quand on est investi de façon diversifiée, et tu l'as dit tantôt, quelqu'un qui avait de l'or l'an passé, un peu dans son portefeuille, ben, c'est venu amenuiser les baisses connues, par exemple, sur le Nasdaq. Fait que c'est sûr que, bon, un portefeuille qui est à 50 dans le Nasdaq, 30 dans le S&P 500, et puis dans le reste au Canada, ben, ouais, il n'y a pas eu une super bonne année. Par contre, quelqu'un qui avait un peu de revenus fixes, qui avait de l'or, d'autres types d'actifs qui sont moins liés au marché boursier, ben, a connu une année finalement qui est, bon, pas nécessairement bonne, mais qui a été beaucoup moins baissière. Fait que, n'oublions jamais que les baisses sont très néfastes sur les rendements à long terme. Donc, quand on est capable de limiter ces baisses-là parce qu'on est bien diversifié, avec des classes d'actifs qui réagissent contrairement au reste du marché, ben là, à ce moment-là, c'est là qu'on voit qu'un investisseur va être mieux capable de tirer son épingle du jeu. Exact. Puis, si on veut un exemple de contrarien, un des plus connus, c'est le front page de The Economist, entre autres, là. Donc, souvent ils ont été assez bons pour timer pas mal un sommet ou un bas là, de différents secteurs, que ce soit le pétrole ou les technos, ou peu importe, là. Donc, Il y a notre ami Kramer aussi à CNBC qui est connu pour faire des prévisions qui s'avèrent être totalement contraires quelques mois suivants. Donc, ouais, effectivement. Oui, il y a d'ailleurs un fonds négocié en bourse qui fait l'inverse de ce qu'il dit. Donc, Je devrais regarder son rendement d'ailleurs.
À Et suivre. tout ça pour terminer sur le dernier. Donc, les marchés haussiers sont plus amusants que les marchés baissiers. Mais en Ouais, ben, effet, hein. ouais, ça, c'est une évidence. Et puis, bon, on est tous plus heureux quand on fait de l'argent quand on en perd. Donc, ça, là-dessus, j'ai rien à redire. Donc, voilà. Donc, j'espère que ces 10 leçons de sagesse-là vous ont permis d'avoir peut-être euh, une meilleure appréciation là, des hauts et des bas dans les marchés, de se méfier de son aspect émotionnel et puis de prendre du recul et de regarder ça de façon très long terme. Je pense que ça va, à défaut de nous répéter, c'est effectivement ce genre d'attitude-là qui va faire qu'un investisseur s'en tire bien sur des très longs cycles. Excellent, excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui, Jean-Philippe. Donc, prochain balado dans quelques semaines. Oui, tout à fait. On continue nos séries de balados, puis restez à l'affût. Il y a d'autres Excellent. matériels qui s'en viennent. Super, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.